C'est le début de l'autonomie. On part, on noue des liens qui sont véritables et qui sont sincères. Parce que tout le monde est là pour une cause qui nous dépasse. C'est vraiment très fort comme engagement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de formation, de recrutement dans l'armée de l'air. Et avec nous, j'ai le plaisir, l'avantage, l'honneur de recevoir le lieutenant-colonel Stanislas. On ne donnera pas ton nom de famille, c'est un petit peu la politique de l'armée de l'air. Ouais, généralement, c'est ce qui se fait. Et donc, tu viens de Paris, tu es à la DRH et tu as un parcours quand même un peu particulier. On va rentrer tout de suite dans le dur. Si tu peux nous résumer ton parcours, parce qu'on sait que les pilotes de chaff savent tout faire, donc on en retrouve un aujourd'hui à la DRH. Comment c'est possible ? Bonjour Frédéric, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir parler de ces sujets de recrutement, de formation et de carrière dans l'armée de l'air et de l'espace. Mon parcours, assez simplement, il commence finalement il y a quelques temps dans l'armée de l'air, parce que je suis rentré dans l'armée de l'air en 2003, à l'époque armée de l'air uniquement. Et j'ai eu une formation d'officier de carrière, donc au début à Salon-de-Provence, les études typées ingénieur. Et puis j'ai rapidement enchaîné sur la formation aéronautique. Au début, un petit peu de vol à voile planeur, ouais, donc à Salon-de-Provence. Je suis parti à Cognac, où j'ai fait le tronc commun sur Epsilon à l'époque. Orientation dans la chasse. Et là, je suis parti à Tours. Tours qui était la base qui accueillait l'école d'aviation de chasse. Et on m'a remis mon macaron à cet endroit. Le macaron, ce qui fait de toi un pilote de chasse officiellement. Ouais, exactement. Le macaron, donc le brevet de pilote de chasse, c'est le permis de conduire pour ainsi dire de l'avion de chasse. Il a quand même une saveur très particulière celui-là. Voilà. Et une fois le macaron obtenu, direction CASO, faire la transition opérationnelle, la suite du cursus. J'utilise un avion de chasse, mais maintenant pour des missions de combat. Et enfin, j'ai eu le droit à mon amphi et j'ai été affecté sur Mirage 2000D. J'ai passé 11 années à Nancy, sur la base aérienne 133, Nancy-Auxerre, le commandant Henri Jandet. Et des années incroyables, plein d'expériences, exercices, opérations diverses et variées. Et puis, donc sur le Mirage 2000D tout le temps. Là, on est dans la période opération en Libye, opération... Ouais, exactement. Afghanistan, ça se terminait. Voilà, c'était la fin de l'Afghanistan, mais on est sur toute cette période, grosso modo fin 2010 jusqu'en 2020. Donc on a fait beaucoup tout ce qui est Moyen-Orient, Afrique, et un peu l'Asie également. Un peu plus de 2000 heures de vol sur le Mirage 2000. Et ensuite, transition directe vers l'école de l'aviation de chasse, la nouvellement appelée l'école d'aviation de chasse, qui s'installait à Cognac, sur PC-21. Donc j'ai eu cet honneur aussi de commander la nouvelle appellation à Cognac avec le nouvel avion, le PC-21 de chez Pilatus, qui arrivait. Donc on a contribué à élaborer les programmes, etc. Donc tu es très très bien placé pour nous parler de cette partie formation qu'on évoquera tout à l'heure. Ouais. J'ai un peu l'expérience là-dessus. D'accord. Quel est le titre, l'intitulé de ton poste exactement ? Alors moi je m'occupe, sans rentrer trop dans la technique, mais grosso modo je m'occupe de la politique RH pour essayer de faire en sorte que tous les métiers et toutes les carrières qu'on propose dans l'armée de l'air, quelles que soient les catégories et quelles que soient les spécialités, puissent être passionnantes, puissent attirer les jeunes pour qu'ils s'épanouissent chez nous et qu'ils vivent des moments qui leur plaisent, qui leur donnent envie de rester, et qu'ensuite, ils aient aussi la capacité à se reconvertir dans le civil le moment venu. L'alpha et l'oméga, là, on est en plein dans le sujet. Donc l'alpha, l'entrée dans l'armée de l'air et de l'espace, et puis l'oméga, la suite, la sortie. Ouais. Exactement, donc assez varié. Il y a une chose incroyable, étonnante, dont tu me parlais tout à l'heure. Tu rappelais que l'armée de l'air renouvelle à peu près son personnel d'un tiers tous les 3 ans. Ouais, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, pour fixer les idées, c'est 40 000 militaires, 10 000 civils à peu près. Donc ça veut dire que tous les 3 ans, il y en a 13 000 qui quittent l'institution et 13 000 qui arrivent et qu'il faut former. Voilà. Donc l'armée de l'air, c'est une immense usine à former du monde, à recruter, à former et à spécialiser. Ouais, c'est exactement ça. Alors c'est très particulier, effectivement, parce que les volumes sont considérables. Ce qui est très particulier et ce qui est typique des armées, et donc en particulier l'armée de l'air et de l'espace, c'est qu'on recrute des personnes et on les forme quasiment ex nihilo sur le domaine d'expertise dans lequel ils vont travailler chez nous. Que ce soit mécaniciens, que ce soit officiers des bases, que ce soit les contrôleurs, les pilotes, on arrive un petit peu juste armés de nos diplômes universitaires ou juste son parcours scolaire. Et là, l'armée de l'air nous forme à partir de ce avec quoi on arrive pour nous mener jusqu'au pied de l'avion ou au pied de l'outil qu'on va utiliser. C'est un peu comme chez McDo, quoi. On arrive comme on est, et puis voilà. Il y a combien d'écoles dans l'armée de l'air finalement ? Parce qu'on parle souvent de salon et de l'école, la formation des PN, des personnels navigants, de l'école de l'air aussi. Voilà, l'école de l'air, l'école d'officiers. On a l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace également, qui est basée à Rochefort. Rochefort, donc on forme des techniciens, des mécaniciens, Tous les sous-officiers. Tous les sous-officiers, Tous les sous-officiers sont formés à Rochefort, exactement. Donc il y a une formation militaire initiale. Et ensuite, on a les formations de spécialité, quoi. Voilà. Donc selon qu'on est mécanicien, selon qu'on va faire une formation de contrôleur,
on va dans les écoles dédiées, la défense solaire, les contrôleurs. D'accord. Donc Rochefort, c'est les sous-officiers, c'est la base. Exactement. Salon, la même chose pour les officiers. Voilà. Et à partir de cette base, on va construire, on va ajouter des briques et former des spécialistes. Exactement. On a aussi l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace, qui est une sorte de lycée professionnel finalement, et qui est une pépinière pour nos futurs... Mais ce sont des gens qui ont quel âge alors, quand tu parles de cette école d'enseignement technique? Alors, quel niveau, quel âge? C'est 16 ans. D'accord. Voilà. Et donc là, ça c'est un parcours scolaire donc? Oui, c'est ça. D'accord. Ça se donc passe à après ils Saintes. passent leur bac? Et après ils passent un bac professionnel et ils s'orientent, ils ont accès en tout cas, pas privilégié mais naturel, vers Rochefort et notre école des sous-officiers. D'accord. Et cette école de Saintes, comment elle sélectionne ses élèves? Enfin, c'est sur dossier, il y a un concours d'entrée? C'est ça, ce sont des dossiers, c'est un peu comme tous les établissements. Et tiens, une petite question personnelle aussi, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur l'école des pupilles de l'air ou Grenoble, ou enfin c'est ce genre d'établissement? Comment ça se situe dans le schéma de l'armée de l'air? Est-ce que c'est quelque chose d'à part ou est-ce que ça rentre dans la longue filière de formation? Alors, c'est pas à part, parce qu'effectivement, ça porte bien son nom, c'est l'école des pupilles de l'air. Ça a surtout une vocation pour accompagner. J'y ai jamais été, mais l'école des pupilles de l'air, en fait, l'idée, c'est d'accompagner les familles des aviateurs, ceux qui émettent le souhait et qui posent leur dossier de candidature là-bas. Mais on a aussi des familles qui peuvent avoir besoin d'être accompagnées suite à des accidents aériens, je pense à ces choses-là, où la famille de l'armée de l'air et de l'espace, finalement... tient son rôle un peu de tutorat et garde les familles potentiellement endeuillées ou accidentées sous son aile et pour aider les enfants à avancer. D'accord. Tout ça pour dire que finalement, en renouvelant ces effectifs d'un tiers tous les 3 ans, on arrive à avoir une armée de l'air et de l'espace. C'est vrai aussi pour les autres armées d'ailleurs, hein, mais très dynamique, très jeune aussi. Ouais. Ça brasse énormément et il y a du sang neuf qui arrive... sans arrêt. Ouais, il y a du sang neuf qui arrive sans arrêt. Il faut bien comprendre que de toute façon, les armées et donc l'armée de l'air et de l'espace aussi sont basées sur une logique de flux. Voilà, on a besoin d'avoir des combattants qui sont relativement jeunes parce que c'est exigeant, parce qu'il y a des déploiements, parce qu'il faut être, il faut être agile et devenir chef, devenir cadre, ça nécessite aussi d'avoir de l'ancienneté et laisser la place aux plus jeunes qui arrivent. Moralité, voilà, il y a des flux RH qui traversent l'armée de l'air et on a besoin de ça. Donc on doit recruter beaucoup et on a besoin de beaucoup former. Et il ne faut pas que la machine s'arrête, bien sûr. Il ne faut pas que la machine s'arrête. Là, je confirme que la machine ne s'arrête pas de former. Elle est vraiment en permanence en train de former. Et voilà, on fait le maximum pour que justement les jeunes puissent, dès qu'ils sont recrutés, rentrer le plus vite possible en formation et arriver finalement le plus rapidement possible sur les outils pour lesquels ils se sont engagés. Est-ce que c'est payant ou est-ce qu'on est payé? Bonne question. Tout dépend du niveau aussi auquel on veut accéder, mais oui, parlons un petit peu de sous, c'est le nerf de la guerre. Alors non, c'est pas du tout payant d'entrer dans l'armée de l'air. Voilà, le principe de l'armée de l'air, c'est qu'on arrive, on se renseigne sur les métiers qui nous intéressent, on regarde le panel qui nous est proposé en fonction justement de notre bagage scolaire, et il y a de quoi s'épanouir à tous les niveaux. Je n'irai pas jusqu'à tous les âges parce qu'on est quand même, un peu cadré. Mais ceci dit, en termes de réservistes, on peut quand même aller assez loin sur les limites d'âge. Donc voilà, si jamais on est au-delà de la limite d'âge pour entrer d'active dans l'armée de l'air, il y a quand même des opportunités pour contribuer. Quand tu parles de niveau scolaire, par exemple, ça commence à quel niveau? Dès le brevet, en fait. Donc c'est classe de troisième. On peut rentrer à Saintes, j'en ai parlé tout à l'heure, pour commencer à découvrir un peu les métiers qui vont être proposés dans l'armée de l'air et puis faire ce passage après dans l'armée de l'air. Ça, c'est pas mal, plutôt que de sécher au lycée, de perdre son temps, rentrer dans quelque chose qui veut mettre les mains dans le cambouis. Dans le cambouis au sens propre, d'apprendre des exactement. trucs. Alors, c'est quand même assez scolaire, mais il y a aussi cette fibre un petit peu militaire qui évidemment est là, et cette fibre aviateur qui est quand même très particulière et qui est à distinguer, je pense, des autres armées. Voilà. L'armée de l'air offre des formations en alternance aussi? Elle n'offre pas de formation en alternance, mais elle forme les aviateurs, pour certains en alternance. D'accord. Mais en interne? Oui, en interne, exactement. Il y a certains dispositifs très spécifiques, très ciblés, où on peut, pour des aviateurs, aller faire des formations à l'extérieur. Voilà, c'est pas du tout la généralité, et je pense que c'est pas le sujet de notre propos aujourd'hui. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que l'alternance, c'est une nouvelle manière de former les gens qui a le vent en poupe et qui se comprend bien parce que on a tous envie finalement de découvrir son métier le plus tôt possible et d'être prêt le plus tôt possible. Et l'alternance offre cette possibilité-là. Donc, pour les métiers qui s'y prêtent,
eh bien, on essaye de faire ça aussi. Par exemple, les métiers techniques ou... Alors, il y a des métiers techniques, il y a des métiers informatiques. D'accord. Dans l'informatique, il y a des spécialités qu'on a mis en place, le parcours de formation en alternance. Donc, on en est vraiment au début de la démarche. Donc, il y a quelques spécialités qui sont impactées pour l'instant. Et en fait, l'objectif, c'est justement, c'est ce qu'on fait dans les bureaux dans lesquels je travaille, c'est d'analyser pour quelle spécialité c'est pertinent d'orienter vers de l'alternance. Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre directement un paquet un peu théorique avec un petit peu de travaux pratiques, puis envoyer en unité, et là on embraye sur son affectation, ou est-ce qu'au contraire on peut se permettre de commencer à apprendre finalement et décliner les premiers blocs théoriques dans son unité et faire des allers-retours comme ça. Rappelle-moi la différence entre l'école de Rochefort et celle de Saintes. Alors Rochefort, c'est vraiment la formation pour les sous-officiers de l'armée de l'air. Et Saintes? D'accord, donc Saintes c'est un lycée professionnel. D'accord. Donc on n'embraye pas directement dans les unités après Saintes. Donc c'est Sainte-Rochefort, c'est voilà, ça le parcours. C'est exactement ça, c'est ça l'idée. Sainte-Salon. Voilà. Ouais, parce que, ou Sainte, alors Sainte, on fera pas Sainte-Salon, on fera Sainte, et puis vraisemblablement une prépa pour intégrer l'école de l'air. L'armée de l'air évoque souvent, je crois même que c'est un slogan, pour faire voler un avion, il faut 100 métiers, c'est ça? Ouais. Le chiffre est exact ou c'est juste un slogan? Alors le chiffre, c'est pas 100, le chiffre, c'est un peu plus de 50 métiers. D'accord. On a 13 domaines différents, et on a un peu plus de 50 métiers dans l'armée de l'air. Ça va de pompier, alors on va tout de suite laisser de côté les pilotes de Rafale, parce que bon, c'est l'arbre qui cache la forêt finalement. Ouais, bien sûr. Même si c'est un bel arbre. Ouais, c'est un bel arbre. Mais la forêt est pas mal aussi, donc ça va de pompier à commando de l'air, à mécanicien, auxiliaire sanitaire, mécanicien, personnel administratif, personnel administratif, communicant. On salue le CIRPA d'ailleurs. Ouais, exactement. J'ai failli l'oublier. Ouais. Il y a aussi effectivement tous les métiers de la com, les images, le renseignement, qui a vraiment le vent en poupe aussi en ce moment. Explique-nous en 2 mots d'ailleurs ce que c'est que le renseignement pour les néophytes. Alors, le renseignement, c'est avant de mener des opérations aériennes, on a besoin de comprendre l'environnement dans lequel on va faire intervenir nos avions, nos satellites. Et donc, on a besoin de bien comprendre tout ce qui se passe sur un théâtre. Donc, on analyse les différents acteurs qui sont sur le théâtre, et on va avoir des spécialistes de ça qui vont faire analyser des sources diverses, de l'imagerie, du renseignement humain, sonore, il va y avoir plein de choses, la guerre électronique, aussi, Internet. Des sources ouvertes, exactement. Et ils croisent toutes ces données pour essayer d'avoir une image la plus fidèle possible de ce qu'on va rencontrer finalement lors de la mission et qu'on va mener. Donc les opérations, elles sont fondées vraiment sur ce renseignement. C'est vraiment un rôle clé. Pas de bon renseignement, la mission, c'est un fiasco, c'est évident. Donc il faut du rance et du pétrole, en fait. Il faut beaucoup de choses. Et on a dit, il faut plus de 50 métiers. D'accord. Ouais, il faut aussi que les gens soient bien logés, il faut qu'ils soient bien nourris, il faut que leur famille soit bien soutenue également pour que les combattants, quels qu'ils soient, puissent partir l'esprit serein au front. Donc il y a beaucoup de facettes. Il y a un grand sujet que je voulais aborder avant de rentrer dans le détail, par exemple, des navigants, parce que c'est quelque chose qui fait toujours rêver. Le grand sujet qui questionne les nouvelles générations. On en parle souvent, des changements d'état d'esprit, parfois de la difficulté à faire travailler les gens, à leur faire dire bonjour, à les faire se lever le matin. Comment ça se ressent ça, au niveau des armées? Est-ce qu'il a fallu adapter le parcours, le mode de sélection, quel impact ça peut avoir dans une institution comme ça qui vient de loin et qui veut encore aller aussi très loin et qui doit transmettre le flambeau sans arrêt? C'est un vrai sujet, mais en fait, je pense que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que les générations avançant, on a tous un état d'esprit différent, on a une manière de percevoir les choses différentes. Ce qui, je pense, est constant, c'est l'engagement des gens dans l'armée. Et dans l'armée de l'air, en tout cas, ça se ressent vraiment. Ceux qui aujourd'hui signent dans l'armée de l'air et de l'espace, ils sont animés de la même envie, des mêmes valeurs que je pense ce qui m'animait et ce qui animait nos grands anciens. Voilà, ça j'en suis convaincu. La chose qui a changé, c'est quand même que pour les toucher, ces personnes-là, il faut interagir différemment. On doit communiquer de manière différente. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le recrutement... Il faut être entendu, quoi. Il faut être entendu, il faut aller vers les gens. Avant, on avait plus cette démarche, on attendait un peu des gens de venir vers le CIRFA, derrière les centres de recrutement. Mais aujourd'hui, Donc les CIRFA, de mots, ce sont dans les grandes villes, des boutiques, à la gloire des armées, avec des posters en vitrine, engagez-vous, vous verrez du pays. Ouais, si on grossit le trait, c'est ça. C'est ça, et puis voilà, on a donc des aviateurs, en l'occurrence, qui peuvent renseigner sur toutes les possibilités qui sont offertes et qui aiguillent
les candidats, selon justement leur bagage scolaire, selon leurs envies, selon les possibilités qui existent dans l'armée de l'air, pour que justement les gens puissent trouver la chaussure à leurs pieds chez nous, si jamais ils le veulent. Parce que les métiers sont très peu connus finalement, on l'évoquait tout à l'heure, mais l'éventail des métiers des possibles est énorme. Exactement. Il y a généralement quelques feux qui sont un peu sous l'œil des projecteurs. Voilà, on parlait des équipages volants. Très honnêtement, j'ai découvert des métiers encore il y a quelques années, en rentrant dans la DRH et dans au profit des aviateurs. J'ai découvert des métiers. Oui, j'ai découvert des métiers. Comment tu te renseignais, toi d'ailleurs? Ça fait donc une vingtaine d'années que tu es dans l'institution. Quand tu étais au lycée ou adolescent, tu lisais des revues? Comment ça se passait? Ouais, il y avait déjà Internet et ça se passait sur Internet? Il y avait quand même déjà Internet. Ouais. Il y avait l'ICOS qui allait chercher les informations pour nous. On se renseignait quand même peu sur Internet. On allait rencontrer soit dans des forums, dans les meetings. Il y avait pas mal de salons de l'étudiant, ce genre de choses. Donc voilà, et puis quand on avait la chance d'avoir des gens dans son entourage avec qui on pouvait en discuter, on en discutait. Mais effectivement, le panel qu'on découvrait n'était pas entier. J'ai eu beaucoup de chance, au final, quand je me retourne, de me dire que je suis rentré dans une voie qui m'a plu et dans laquelle j'ai découvert des choses incroyables. En étant payé, j'ai été formé, payé, et c'est une vraie satisfaction. C'est une question qui m'était venue tout à l'heure d'ailleurs. Je ne sais plus qui demandait s'il fallait payer pour entrer dans l'armée de l'air. Par contre, ce qu'on peut préciser, peut-être, c'est qu'à partir du moment où on entre, même comme élève, on commence déjà à recevoir une solde. Exactement. On signe son engagement, on est soldé. Ouais, exactement. D'accord. C'est ça. C'est le début de l'autonomie. Ouais. Quand on a 20 ans ou quand on a 18 ans, c'est le début de l'autonomie. On part. On apprend un métier et en plus on est payé. Métier, franchement, c'est royal. On rencontre des gens qui sont assez incroyables. On rencontre une vraie famille. On noue des liens qui sont véritables et qui sont sincères parce que tout le monde est là pour une cause qui nous dépasse. Donc c'est vraiment très fort comme engagement. J'ai parlé tout à l'heure de revues, de magazines, de CIRFA. Bon, aujourd'hui, on a des outils quand même très différents, beaucoup plus modernes. Sur quoi vous misez? Déjà, il faut savoir que chaque année, vous lancez des campagnes de recrutement. C'est un mouvement incessant. Quels outils vous employez donc? On a les campagnes de com grand public. Je ne suis pas spécialiste du recrutement, donc je vais essayer de parler un peu de ce que moi je connais. Mais voilà, les campagnes grand public qu'on voit, les clips TV standards. On a dans les transports en commun. Ça marche quand même pas mal dans les rues. On s'est rendu compte aussi on cible un peu les périodes d'activité pendant lesquelles on arrive à capter. Donc il y a des analyses qui ont été faites par les bureaux de recrutement de l'armée de l'air et de l'espace, dans lesquelles ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de populations, notamment les jeunes, qui étaient ciblées sur les chats des jeux vidéo pendant la nuit. Il y a une activité énorme de ces jeunes générations. Entre minuit et 2h du matin. Ouais, voilà. Je ne saurais pas donner les chiffres, mais pour l'anecdote, c'est quand même... on se rend compte qu'il y a du monde qui est là, qui est intellectuellement disponible et qui est éveillé et qui est à l'écoute. Donc, l'idée, c'est de leur donner les infos, c'est de présenter la vérité aux gens et leur dire voilà ce qui existe. La vérité vraie. Ouais, voilà, c'est leur de la vérité vraie. Et pour qu'ils sachent ce que l'armée de l'air et de l'espace peut leur proposer. Homme-femme, ça évolue, on sent que ça bouge, ou on arrive un peu à un plateau? La féminisation de l'armée de l'air, elle est de combien de... On est l'armée la plus féminisée, c'est 20%. Un secret pour personne, c'est un peu plus que 20%, on est plutôt près des 25, je crois, enfin voilà, c'est ces chiffres-là. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, tout est possible. Aujourd'hui, un homme, une femme se présentent pour un métier, tout est possible. Donc il faut venir toquer et regarder ce qu'on a envie de faire, et puis c'est parti, quoi. Faut en avant. De la motivation, de la moraline. Voilà, du travail aussi. Du travail, beaucoup de travail aussi. Voilà, on parlait tout à l'heure des jeunes, faut les forcer à se lever le matin. On le ressent pas trop, c'est justement ce que je voulais dire, c'est que chez nous, sans doute aussi parce qu'il y a une énorme démarche personnelle avant de rentrer dans l'armée de l'air. Donc quand on leur demande de se lever le matin, de faire le lit au carré quand ils sont dans les écoles de formation, puis d'apprendre leur nouveau métier, il y a une envie qui est présente. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup les solliciter pour ça. Donc, il y a cette envie, il y a cette volonté d'avancer en groupe. Voilà. Tu disais tout à l'heure que tu avais commandé l'école de Cognac. On va partir sur le cursus, la progression donc, de l'élève pilote, que c'est un sujet que tu connais bien. On va déjà expliquer peut-être qu'il y a deux catégories de pilotes et de navigateurs aussi. Il y a ce qu'on appelle les directs et les officiers sous contrat. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer Exactement. Donc, déjà, tous les membres d'équipage volant, donc les pilotes et les navigateurs, sont tous officiers dans l'armée de l'air. Ça, c'est important. C'est la différence avec l'armée de terre, où il y a également des sous-officiers, aux commandes de leurs hélicoptères notamment. Donc chez nous, tout le monde est officier. Et certains font le choix d'être officier de carrière. Donc c'est une vocation de carrière longue. Ça veut dire, je m'engage pour d'abord avoir une activité opérationnelle dans les unités tactiques, quelles qu'elles soient. Et ensuite, basculer dans un deuxième monde, qui est le monde plutôt des états-majors.
donc de commandement, de prise de responsabilité. Et on aide les chefs à orienter les grandes décisions qui sont prises pour l'armée de l'air et de l'espace. Et c'est la transition que je suis en train de vivre en ce moment. Avant d'être soi-même un chef, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. En fait, on a toujours quand même tout le temps des responsabilités d'encadrement. Et vous passez votre temps aussi à vous former, à apprendre, à passer les examens, à être noté, à être... Enfin, ça, c'est assez... Vu de l'extérieur, ça a l'air pesant. Et c'est pas pesant, c'est un état d'esprit d'apprendre. Oui. C'est un état d'esprit et qui est assez exigeant. Oui. Ça, faut pas se leurrer. Mais c'est aussi très gratifiant d'apprendre quelque chose de nouveau et de se dire tiens, je suis parti de rien. Et en fait, quand on me donne des outils, quand on me donne des connaissances, quand on m'entoure de personnes qui savent plein de choses, je peux m'imprégner de connaissances et je peux mettre en œuvre et contribuer à faire avancer le bateau de l'armée de l'air. Je suis un bon exemple de ça parce qu'effectivement, donc j'ai fait 11 années sur le Mirage 2000D, je l'ai dit tout à l'heure, je commandais un escadron de chasse, l'escadron de chasse 3-3 Ardennes sur 2000D à Nancy. Donc je suis arrivé directement à Cognac, à l'école d'aviation de chasse, avec le PC-21, sur lequel j'avais jamais volé. Et là, franchement, ça a été quand même 37 ans, on arrive, une grosse expérience aéronautique, et on repart à zéro sur un avion. Alors j'ai quand même une expérience aéronautique sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour avancer, mais malgré tout, apprendre un nouvel avion... Totalement nouveau, oui. Voilà, une nouvelle mission, même si on instruit dans les escadrons de chasse, évidemment, les plus jeunes qui arrivent, quand on est ancien, instruire un jeune élève pilote ou un jeune élève navigateur, c'est quand même une discipline un petit peu différente, donc il y a une autre pédagogie à mettre en œuvre. Ça saisit un peu quand on arrive, mais c'est vraiment super de découvrir quelque chose de nouveau. Et ça, donc cette carrière d'officier qu'on appelle les directs, donc pour les carrières longues, on précise, donc ça se passe entrée sur concours à l'école de l'air, exactement, comme une école d'ingénieur. Voilà. Donc le bac, 2 années prépa. Voilà, exactement. Et puis le concours de l'école de l'air. On peut être aussi admis sur titre, voilà, avec des titres divers. On recrute sur des titres d'ingénieur, on recrute sur des concours un peu plus littéraires, sciences politiques notamment. On essaie de s'ouvrir parce qu'on se rend compte que les besoins sont très variés aussi. On parlait d'officiers renseignement tout à l'heure, on parlait de la com, on parlait de... Voilà, il y a des besoins très très variés. Il faut pouvoir... absorber tous ceux qui sont volontaires pour venir chez nous. Et donc deuxième filière, donc les officiers sous contrat. Les officiers sous contrat, exactement, qui donc eux n'ont pas vocation à faire des carrières longues dans l'armée de l'air. L'officier sous contrat, par définition, c'est maximum 20 ans de contrat. Et au-delà de ça, on doit basculer. Soit on quitte l'institution, soit on choisit de rester et de devenir officier de carrière. D'accord. En tout cas, on reste plus sous le statut d'officier sous contrat. C'est des choix très différents. Donc ces personnes-là vont plutôt rester plus longtemps dans les cockpits malgré tout. Donc il y a un côté qui est aussi séduisant, mais c'est très différent. Ce sont des techniciens du vol, quoi. C'est ce sont des experts. Alors à ne pas résumer en pensant que les officiers de carrière ne le sont pas. Et c'est juste qu'ils quittent plus vite cette expertise-là, alors que les officiers sous contrat continuent à la maintenir bien vivante. Et là aussi, il y a des vraies remises en question, parce que quand on commence à arriver avec une bonne expertise en tant qu'officier sous contrat, qu'il y a du nouveau matériel qui arrive en place sur un avion, qu'on doit changer d'avion et tout, il y a des vraies remises en question. Mais on a compris que c'était pas pesant, que c'était gratifiant. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je pense que c'est comme ça que les aviateurs le vivent. Puis on prend les choses au fur et à mesure qu'elles viennent, de toute façon. Exactement. Exactement. Moi, je suis un peu vieux, donc j'ai peut-être plus de recul. Et on voit le chemin parcouru. Quand on va dans les escadrons, on s'imagine les gars en train de transpirer pour accomplir tout ce qu'ils ont accompli et arriver là où ils en sont. Et donc, ce niveau de ces officiers sous contrat sont recrutés à quel niveau quel niveau scolaire? Bac. Voilà, exactement. Sachant que si un petit peu plus, c'est pas plus mal. Ça permet de mûrir ou de présenter un dossier peut-être plus étoffé. Mais... Pour tout ce qui est navigant, il y a évidemment le bagage scientifique est quand même pas de trop, parce que de toute façon il y a des formations d'abord théoriques qui sont indispensables, par lesquelles on doit passer, notamment l'ATPL, l'Air Transport Pilot License, qui est le code de la route finalement des pilotes. On a besoin de ça parce qu'on évolue tout simplement en tant que pilote militaire dans les mêmes espaces aériens que les pilotes civils, donc il faut bien qu'on appréhende les enjeux de la même manière, exactement. D'accord. Et qu'on parle le même langage. Donc on a ce diplôme-là, et il y a quand même un bagage scientifique qui est associé à cette ATPL. Donc c'est sûr que quand on est un peu robuste là-dedans, ça aide, je pense, pour les officiers sous contrat. Donc Mario nous demande comment attirer les jeunes désormais face à des possibilités alléchantes du monde de l'aéronautique civile. Alors le monde de l'aéronautique civile, il est assez cyclique aussi, sinusoïdal, ça monte, ça descend. Parfois c'est bien d'avoir l'armée de l'air parce qu'il n'y a plus rien dans le civil. Je pense que ce sont deux choses complètement différentes. Donc si jamais on est alléché par l'aéronautique civile, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Pas hésiter, je pense que c'est pas du tout le sujet de l'armée de l'air et de l'espace. L'armée de l'air et de l'espace, c'est vraiment une vocation. Donc la vocation, elle est innée en fait. Elle est innée et
elle est éveillée par ce qu'on découvre et par les échanges qu'on a. On en a parlé dans les CIRFA, dans les meetings, par la manière dont on se renseigne. Et c'est pour ça que l'Armée de l'air essaie de communiquer et d'expliquer ce qu'elle propose aux jeunes. Mais oui, on ne joue pas du tout sur le même registre. Donc il est certain aussi qu'il ne faut pas non plus faire abstraction des considérations, qu'elles soient matérielles, financières, toutes ces choses-là. C'est pas du tout ce que je dis. Et donc on fait avec tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut pour expliquer aux gens que voilà, l'Armée de l'air, elle offre des carrières incroyables et des expériences de vie, quoi. Et puis à un moment donné, il est question aussi d'armement quand même. Ouais, exactement. Donc c'est pas anodin. Quel que soit le rôle, le métier tenu par les aviateurs, par les 40 000 aviateurs dont on parlait, on contribue tous à la même mission. Il n'est pas question de penser que parce qu'on est agent administratif, on n'est pas partie prenante des missions. Non, c'est vraiment pas le cas. Pour avoir été déployé en opération plusieurs fois, je suis vraiment content de pouvoir me dire que les gens qui travaillent pour moi, les aviateurs, qui font en sorte qu'on est payé à la fin du mois, que nos familles sont tenues au courant des évolutions de ce qui se passe sur le terrain, que nos allers-retours, nos équipements, nos tenues soient au niveau. Tous ceux qui travaillent dans ces objectifs-là, en tout cas, dans cet objectif-là, moi, ils font partie de la mission. Sinon, je serais pas, voilà, je serais vraiment embêté. Ouais. C'est une pyramide. Hein. Ouais, c'est une pyramide. Oui. On est effectivement l'équipage au bout et l'effecteur, mais tout le monde y contribue. Il faut vraiment voir ça comme une chaîne. Si on repart sur la formation, donc on va reprendre notre jeune pilote qui vient sonner donc au CIRFA, qui rentre dans la filière. On va prendre l'exemple simple d'un OSC. Donc, comment ça se passe? Donc, il passe une phase de sélection. Donc, il y a des tests divers et variés. Ça fait mal? C'est nouveau. C'est nouveau. Je pense que généralement, le principe, c'est que dans l'armée de l'air, quand on est OSC, on a le droit à une chance. Donc, on peut pas passer le concours, c'est un concours d'ailleurs, hein, ou c'est un examen? C'est suivant les disponibilités chaque année, enfin c'est entre les deux? Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, il y a des cibles de recrutement qui sont faites. Et si, on est quand même un peu sur un concours, parce qu'il y a un classement, il y a un nombre de places ouvertes. Il y a toujours plus de demandes que de postes offerts. Exactement. On observe aussi que le niveau augmente. Les places sont chères. Il y a de mémoire 3 sessions annuelles de recrutement qui sont, de sélection EOPN qui sont faites. EOPN, donc élève officier. Élève officier du personnel navigant, pardon pour l'acronyme. Okay. Et donc ces sessions-là, des entretiens, des tests mathématiques, des tests de raisonnement, des tests de logique, des tests psychotechniques pour voir un peu la dextérité et l'agilité des personnes. Et le câblage aussi de la personne. Oui, exactement. C'est hyper important parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, voilà, il n'est pas question de penser qu'on va dans l'armée de l'air parce qu'on vole sur des avions incroyables. Oui, on va voler sur des avions incroyables, mais c'est bien que le moyen d'accomplir une mission militaire. Donc ça, il faut vraiment bien que ça soit ancré. Et ça n'empêche pas de prendre... d'avoir une satisfaction profonde quand on voit les outils qui nous sont confiés, évidemment. Donc on fait ces examens-là, une chance, donc il faut quand même être bien préparé. Donc pas de possibilité de se présenter 2 fois? Non, c'est un en revanche, ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a passé l'examen, on reste dans la banque de données. Donc les bureaux de recrutement gardent les résultats qu'on a faits, et si jamais il y avait par hasard une session qui était avec un niveau incroyablement élevé, on ne va pas prendre tout le monde. En revanche, si on compare avec la session d'après, qui a un niveau, par exemple, un peu moins bon, celui qui n'était pas retenu à la première peut être retenu sur la deuxième. D'accord, ça c'est intéressant. On peut être rattrapé par... Voilà, on reste dans le vivier pendant un an. On reste dans le vivier pendant un an. Et puis voilà, donc une fois que ces examens sont faits, donc on attend d'être appelé sur la prochaine promotion de formation. Et puis c'est parti pour l'aventure de formation PN. Donc la première étape, c'est Cognac directement ou une formation militaire? Il y a une formation militaire, exactement. À Salon-de-Provence, qui est l'école de formation des officiers pour l'armée de l'air et l'espace, aussi bien les directs que les officiers sous contrat. Tout le monde passe là-bas. C'est des promotions qui rassemblent des futurs chefs et des... Alors non, il y a le distinguo qui est fait exactement entre les officiers sous contrat et les officiers de carrière, tout simplement parce que déjà, il n'y a pas le même tempo. Les officiers de carrière sont recrutés annuellement, donc il y a des grosses promos qui arrivent sur une rentrée scolaire en septembre. Alors que les officiers sous contrat, on l'a dit, c'est plutôt régulier et parsemé sur l'année. Mais il y a ce besoin, évidemment, d'avoir une formation militaire de base initiale, quoi. Donc, qu'on apprend tout simplement à marcher au pas, à chanter. À chanter. C'est important.
À saluer, à reconnaître les grades. Voilà, exactement, être un peu plus rustique. Voilà, il y a ce besoin-là aussi de comprendre qu'on change de monde. En tout cas, le monde dans lequel on va travailler maintenant est un peu différent quand même. Et puis, les périodes initiales de formation militaire, où il y a des efforts, où il y a beaucoup de sport, des rythmes de vie atypiques, ça soude aussi beaucoup. Donc, comme quand on fait une formation qui est exigeante, avec beaucoup d'épreuves scolaires, comme en vol, il est bon aussi que les gens se connaissent bien, qu'ils aient vécu des moments un peu compliqués physiquement, qu'ils sachent s'entraider, en sport, et qu'ils s'entraident, exactement. C'est un bon mot sur lequel je rebondis volontiers, le coup de l'entraide, parce que on pourrait se dire, quand je passe un concours, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Quand je commence ma formation aéronautique, il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans la filière que je souhaite, hélico, chasse, drone, transport. Ça marche pas comme ça. On s'entraide tous ensemble et on avance. Et à la fin, on aura une orientation dont on pourra parler quand on parlera de Cognac. Mais voilà, il n'est pas du tout question de se tirer dans les pattes les uns des autres, parce que ça, on n'y arrivera pas. Et puis on a besoin d'être en équipe. Toujours, quel que soit le métier réalisé, dans les unités tactiques, on est en équipe. Donc on a passé ce premier volet, ce premier écrémage sur dossier, sur test, mais on n'est pas du tout certain de pouvoir être pilote, bien sûr. On a déjà passé des tests médicaux quand même qui permettent de dégrossir un peu. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc on vérifie qu'on a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, un cerveau. Voilà, qu'il n'y a pas d'anomalie cardiaque. Voilà, toutes ces choses-là qui permettent de, entre guillemets, pas garantir, mais voilà, on a les prérequis. En fait, c'est très simple. Hein. Il y a des règles médicales. On est dedans, on n'est pas dedans. Là, il y a beaucoup une question de chance. Hein. Voilà. De patrimoine. Hein. Ouais, exactement. Franchement, donc il peut y avoir un peu de frustration de ne pas avoir cette chance-là, mais on n'y peut rien soi-même, donc voilà. Et après, enfin, on accède au Graal, donc on va à Cognac, on va un peu toucher les avions. Alors le Graal, je le mets pas à cet endroit-là encore, mais c'est on va dire qu'il y a plusieurs Graals dans la carrière. Mais je pense malgré tout que, oui, voilà, c'est ça. Celui qui prépare ses examens de sélection élève officier de personnes navigants et qui voit qu'il est retenu, je pense que déjà il fête ça comme il se doit. Et effectivement, une fois que je passe mon ATPL, donc tous mes diplômes théoriques, que je valide mes unités de valeur et qu'on me dit c'est bon, tu peux aller à l'étape d'après, là aussi ça se fait. Donc voilà, à chaque fois il y a raison de se réjouir d'une étape passée. Et donc effectivement, après on arrive à Cognac. Alors avant d'arriver à Cognac, Alfred demande, effectivement, question intéressante, quelle est la limite d'âge pour rejoindre l'armée de l'air ? Alors, les limites d'âge sont données... Alors, franchement, je ne les connais pas toutes par cœur. Il faudrait regarder selon les SP. Mais grosso modo, on parle de 24, 25 ans. Moi, j'ai ça en tête. D'accord. J'ai ça en tête. Voilà, il faudrait regarder sur le site Devenir Aviateur qui vous renseignera bien sur l'aspect qu'on veut cibler. Devenir-aviateur.com. Devenir-aviateur.com, ouais, c'est ça. Très bien. Et alors, juste un mot aussi, effectivement, on a parlé de Salon. Salon forme aussi les officiers mécaniciens. Oui, bien sûr. Si on peut en dire un mot. Donc, il n'y a pas, effectivement, on l'a déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas que des pilotes. Il y a les gens qui font marcher les avions. Il y a les basiers, les mécaniciens. Il y a des mécaniciens, il y a les renseignements, il y a les contrôleurs. Tout ça se forme à Salon aussi. Voilà, tous les officiers sont formés à Salon. D'accord. Une école de formation des officiers, donc enseignement avec un bagage universitaire. Et puis aussi la formation d'encadrement, quoi. Donc on a la formation militaire initiale, tous la même, qui soude aussi, qui fait qu'on se connaît entre spécialités. Et ça, c'est toujours bon, parce que là aussi, ils font partie de la même équipe. J'ai dit tout à l'heure, si jamais j'ai pas un bon dossier renseignement pour mener une mission aérienne, ça sert à rien. Donc autant bien connaître celui qui va travailler dans ce cadre-là. Quelqu'un nous demandait tout à l'heure, renseignement et espionnage, est-ce que c'est la même chose ? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Espionnage, c'est à la télé, renseignement, c'est dans la vraie vie. Oui, alors, je sais pas, je pense que espionnage, classiquement, on l'orienterait plutôt vers la DGSE, voilà, ce genre de service-là. Mais et ça vient plus tard, en général. Oui, voilà. Non, le renseignement, ça ne veut pas dire que les documents qui sont exploités ne sont pas classifiés. Ils le sont souvent, mais voilà, c'est pas de l'espionnage pour m'en parler. Ou sinon... C'est quelque chose de très structuré, officiel. C'est plutôt une analyse. Oui. Voilà. Le renseignement, c'est de l'analyse de quelque chose qui est récupéré. On récupère du renseignement qui peut être récupéré par la DGSE ou comme ça ne nous regarde pas, ça. Voilà, exactement. Ouais. Et en revanche, après, c'est retravaillé. Les images sont travaillées par des exploitants, des sous-officiers qui analysent les images, qui sont spécialistes de ça. Les officiers renseignement vont analyser les contextes, remettre ça dans le contexte pour donner quelque chose qui est exploitable par les équipages. Voilà. Est-ce qu'il y a donc, grosso modo, chaque année, des volumes à peu près qu'on connaît, qu'on peut citer peut-être ? Alors, non, l'armée de l'air ne cite pas ouvertement
les cibles qu'elles visent selon les spé. Donc, c'est pas le cas. En fait, c'est très simple. Il y a des besoins qui sont analysés parce qu'en fait, dans les rangs de l'armée de l'air, il y a systématiquement, chaque année, des gens qui rentrent, des gens qui sortent, quoi. Donc, l'objectif, c'est de faire la balance de tout ça et de recruter en fonction de cette évolution de flux. Donc, les besoins ne sont pas identiques, ne sont pas constants. C'est pour ça que nos officiers sous contrat... Avec en plus une dimension peut-être internationale ou politique, qui veut dire qu'on va augmenter les forces, on va peut-être les réduire suivant les périodes. Oui, alors... Il y a un petit coefficient d'ajustement en fonction des besoins plus généraux du pays. Ouais, ça rentre en ligne de compte un petit peu quand on nous demande d'accentuer les forces sur une spécialité ou une autre. Concrètement, quand on est dans la RH, je ne sais pas si sur Internet, il y en a qui sont dans ces sujets-là, mais on n'aime pas trop faire des à-coups. Voilà, dans la RH, on est quand même sur des flux stabilisés. Dès qu'on commence à jouer trop avec les recrutements qu'on ouvre, qu'on ferme, ou avec des variations trop importantes, les organismes de formation ont du mal à s'adapter derrière et il n'y a jamais rien de bon. Donc on essaie de lisser tout ça au maximum et c'est pour ça que les OSC, j'en parlais tout à l'heure, on a 3 sessions par an. Parce qu'on essaie de faire quelque chose qui soit le plus intelligent vis-à-vis des besoins et des capacités de formation. C'est un compromis en fait, au niveau du pilotage et des flux. Ouais. Voilà. Et pour donner juste un ordre d'idée, on va parler de pilotes ou de navigateurs de combat, c'est quelques dizaines par an. C'est en gros ce que c'est ça. Oui, c'est ça. Ce qui est recherché. Oui, voilà. C'est plusieurs dizaines par an. Et les problèmes de vue, enfin, c'est peut-être pas de ton niveau, c'est pas toi qui gères ça en direct, mais les générations actuelles qui arrivent et qui ont passé le nez, qui ont passé leur vie le nez sur les smartphones ou sur les ordis. Ah, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, ça fait des dégâts. Le nez sur le téléphone, sur l'ordi, sur la tablette, pas à la bonne distance, mal éclairé et compagnie. Ouais, c'est très mauvais, on le sait. Malgré tout, les règles, les conditions d'aptitude médicale concernant la vue ont évolué ces derniers temps. Ça, c'est pareil, c'est complètement transparent. Je crois que c'est au journal officiel, cette histoire-là, parce que voilà, il y a une portée légale. Pour avoir moi-même accompagné, il y a pas mal d'ambassadeurs de l'armée de l'air sur un site d'accompagnement et de mentorat, de tutorat. Moi, je m'étais occupé d'un jeune qui, justement, était un peu inquiet vis-à-vis de ça, parce qu'il avait une mauvaise aptitude, de mauvais chiffres, et en fait, on s'est renseigné là-dessus, et il est possible aujourd'hui de se faire opérer. Donc, on peut être soit arrivé post-opération, et être recruté ayant été opéré des yeux, pour rejoindre les standards donc fixés par l'armée de l'air. L'autre possibilité qui existe aussi, il faudrait revérifier sur les documents officiels, mais je suis quasiment certain, qu'on peut rentrer dans l'armée de l'air, enfin passer les tests, sous réserve d'être opéré et d'avoir le bon résultat. Et donc déjà enclencher le processus et se faire opérer ensuite, et après commencer la formation, évidemment, une fois que l'opération est validée et réussie. Ça, on parle essentiellement de la myopie, hein, donc c'est quand même facile à corriger. Ouais, voilà, c'est rapide. Ça. Où en est la politique de l'armée de l'air sur le port des lunettes? Les pilotes de chasse américains ont des lunettes depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il en est dans l'armée de l'air? Alors, je ne connais pas les valeurs exactes, etc. Encore une fois, ce que je peux dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, on recrute avec des standards. Donc, bien généralement, ça requiert de ne pas avoir de lunettes. Mais enfin, tout un chacun le sait. Malheureusement, au fil des années, la vue se dégrade un peu. Et moralité, une fois qu'on a formé quelqu'un, qu'on a investi du temps, de l'argent, qu'on a un cadre qui est capable lui-même de former, on n'a pas envie de le perdre. Et donc, il y a des pilotes qui volent avec des lunettes de combat. Ouais. Donc, c'est tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible. Et quand tu parles de lunettes de combat, donc c'est des lunettes spécifiques, c'est une monture spécifique, ou chacun vole avec ses lunettes perso? Non, ce sont des lunettes, voilà, c'est le service de santé des armées qui élabore des modèles. Il faut quand même que ça soit un peu robuste, cette affaire, parce que, selon les missions qui nous sont confiées, en avion de chasse notamment, où il y a des contraintes extérieures qui sont un peu violentes, il faut que ça soit adapté. Donc, il y a la possibilité d'une éjection aussi, que ça ne blesse pas le porteur. Ouais, exactement. Donc, il y a plein de choses qui sont analysées. Et, d'accord. Voilà. Donc, on peut rencontrer aujourd'hui des pilotes de chasse, typiquement de mon âge. J'en ai quelques-uns dans mon entourage qui portent des lunettes parfois en vol. Ouais. D'accord. Bon, après, il faut reconnaître que on n'est plus au temps de la Deuxième Guerre mondiale où c'est le premier qui voyait l'autre avion qui va lui tomber dessus. Hein. On n'a plus besoin d'avoir les mêmes critères. Quoique, hein. Faut jamais fermer la porte, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, mais je pense pas qu'on sera sur une identification à la distance maximale et où les critères d'acuité seront vraiment déterminants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le radar, etc. On n'est pas à l'abri de découvrir quelque chose qui nous tombe dessus.
mais je pense pas que ce soit le critère déterminant. Donc on retrouve notre jeune, qu'il soit OSC ou direct, on le retrouve à Cognac, donc tout fringant, il a passé déjà ses premières étapes. Et là on va le mettre au début dans un grob, enfin on va lui faire découvrir qu'il ait déjà une expérience dans le civil, que dans un aéroclub, ou qu'il n'en ait aucune. Là tout le monde est au même niveau et tout le monde sur la ligne de départ. Donc. Ouais, alors il y a une petite étape Cyrus qu'il ne faut pas non plus oublier à Salon, qui contribue à les mettre un petit peu déjà dans le bain. Voilà, c'est une quinzaine d'heures. Et t'as planeur aussi, donc du coup. Il y a du planeur, il y a un peu de Cyrus, voilà. On rentre progressivement dans le bain. Et puis effectivement, quand on arrive à Cognac, c'est le début vraiment, comment dire, des vrais blocs, quoi. Voilà, là on va rentrer sur une phase qui va durer plusieurs mois. Il y a beaucoup de vols, il y a des vraies progressions. C'est aussi exigeant que ce qui se passe avant au centre de formation militaire initiale, sur Cyrus, mais c'est juste que ça va durer plus longtemps. Donc il y a une approche qui est un petit peu différente. On change de base, on découvre un nouvel environnement aéronautique, on change d'avion. Il y a beaucoup de choses en même temps. On porte une combinaison de vol avec des patchs sur les manches. Enfin, voilà, mais alors déjà à Salon, c'est le cas. C'est déjà le cas à Salon. Ouais, exactement. Il y a tout un tas de règles, évidemment. On n'arrive pas, alors qu'on débarque dans l'unité avec couvert de patchs, on reste toujours à sa place, mais c'est comme dans n'importe quel métier. Voilà, on n'arrive pas en claquant la porte. De toute façon, oui, si on reste pas à sa place, il y aura toujours quelqu'un pour se dévouer et le faire remarquer. C'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pas comme ça qu'on apprend. Je pense qu'on arrive tous. C'est une des qualités indispensable qu'il faut avoir quand on est pilote, navigateur, enfin équipage, mais je pense que ça peut s'étendre finalement à beaucoup de métiers, beaucoup de spécialités. Il faut de l'humilité, et notamment chez les militaires où on passe son temps à apprendre, à découvrir, à se voir confier de nouvelles responsabilités. Il faut être capable de dire, ok, là je sais pas, apprenez-moi, je vais me renseigner, je vais découvrir. Et une fois que j'aurai acquis, je me serai approprié tout ce bagage-là, je pourrai à mon tour le transmettre. Mais il faut être bien humble sur ces sujets-là. Fandela nous fait remarquer, ou c'est une question d'ailleurs, il nous fait remarquer que l'armée de l'air et la marine travaillent ensemble à Cognac sur la formation des futurs pilotes. Alors oui, c'est une question en effet. Et oui, alors on n'a pas au début la même sélection. On recrute sur les critères qui doivent se ressembler. Faut pas se leurrer, parce que les besoins à la fin sont relativement identiques quand même. Mais la marine fait une sélection en vol sur 4-10. Exactement, c'est ça. Donc voilà. Donc, c'est là que ça se différencie. En revanche, après, on se retrouve, et parce qu'on a besoin de former de la même manière sur la TPL, l'Air Transport Pilot License, on a les mêmes besoins que la marine. Donc ils vont avec nous à cet endroit-là. Ils font la formation sur Cyrus. Ils vont à Cognac faire du grob. Voilà, les volumes sont vraiment petits par rapport à l'armée de l'air, mais les pilotes de chasse continuent à faire un petit peu de formation sur PC-21 avant de basculer aux États-Unis pour la marine. Après le grob 120, donc ça c'est une phase initiale où on apprend pour la première fois donc à piloter un avion. On est lâché sur le grob 120. Donc, exactement. Voilà. Ouais, on est lâché sur le grob 120 2 jours de nuit. 2 jours et 2 nuits, d'accord. Ouais. Et donc, deuxième Graal, on arrive au PC-21. Alors là, il faut que tu nous parles de cet avion qui est une petite merveille suisse. Ouais, qui est vraiment chouette. J'ai envie de quand même faire un petit aparté sur entre ces deux blocs. Il y a un moment qui n'est pas des moindres, c'est ce qu'on appelle l'amphi, traditionnellement. Ça intervient à ce moment-là. Voilà, chasse-transport. D'accord. L'amphi chasse-transport, donc à la fin de la formation du tronc commun sur Grob 120, c'est là où on est orienté. En chasse ou en transport. Et hélico, c'est transport aussi ou c'est autre chose encore ? Hélico, c'est en amont. C'est en amont déjà. C'est en amont, exactement. D'accord. Ça se passe à Salon de Provence. D'accord. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le même ATPL. Voilà, il y a un ATPL avion et puis un autre hélico. Et donc là, cet amphi, c'est un vrai curseur, c'est l'embranchement. Sur le début de la carrière qu'on va mener, on arrive avec toutes ces idées en tête, toutes ces envies de carrière. Il faut être honnête là aussi et assez humble. En fait, on ne connaît rien à la vie, on ne connaît rien aux missions des avions. On a tout un imaginaire qu'on a fantasmé et qui nous plaît et qui peut être à l'origine de notre motivation et qui est souvent bien justifié. Mais en vrai, on se rend compte que le jour où on débarque vraiment dans l'unité, on n'avait vraiment rien compris. Et c'est top d'ailleurs de se dire qu'on va découvrir à chaque fois des choses nouvelles. Et donc ce jour-là, on arrive à l'amphi avec nos attentes personnelles. Nos souhaits donc qui en découlent. Ouais, exactement. Nos capacités, donc ce qu'on a montré au cours de la formation, et puis les besoins de l'armée de l'air. Ça, c'est les 3 choses. C'est le triptyque sur lequel se base l'amphi pour avoir participé à ces choses-là, à ces événements-là.
Et en revanche, la priorité, évidemment, elle est dans l'autre sens, quoi. Donc, la priorité numéro 1, c'est les besoins de l'armée de l'air. De quoi, aujourd'hui, au moment où se passe l'amphi, de quoi l'armée de l'air a-t-elle besoin? Mais dans l'amphi, on est déjà classé, donc dans la promotion, il y a un numéro 1. Exactement, voilà. ouais, exactement, qui n'est pas connu ouvertement des stagiaires. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont effectivement analysées. Tout est noté, du comportement militaire aux performances sportives, à l'investissement personnel dans les courses d'orientation, dans les jeux, voilà, toutes ces choses-là, la manière de se comporter dans le groupe, le volontariat, pour les responsabilités, pour la manière qu'on a d'aider les uns et les autres. Parce qu'encore une fois, on a besoin de cet esprit d'équipe. On note tout, on évalue tout. Et c'est essentiel. Et les vols aussi, bien sûr. Et les vols aussi, pardon, bien sûr. Ouais. Et qui sont évidemment critiques aussi. On arrive à faire des vols qui vont nous permettre de très bien aiguiller quand même les stagiaires derrière. Et de cerner aussi la personnalité ou les capacités du exactement. bonhomme. Savoir-être et savoir-faire, quoi. Donc c'est là aussi trois facettes essentielles. Et donc c'est là-dessus qu'on oriente les gens. Donc quand on a notre liste de jeunes stagiaires en face de nous, on regarde leurs souhaits, on se dit aujourd'hui l'armée de l'air sur cette amphi, elle a besoin de tant de chasseurs et de tant de transporteurs. Et donc, voilà, selon les souhaits des uns et des autres, on oriente différemment. Un mot sur les navigateurs de combat. Donc, toi, tu as passé 11 ans sur 2000D, donc tu connais l'importance du job. J'ai bien fréquenté, beaucoup travaillé avec eux. Ouais. Et apparemment, tu t'en es bien sorti, ça s'est bien passé avec eux. Ça s'est toujours très bien passé avec eux. Et donc, à quel moment se fait le choix de carrière? Alors, en fait, pour être pilote ou navigateur, c'est ça la question. Oui. Ça se passe dès le recrutement, en fait. Les OSC, notamment. En fait, dans les tests de sélection, on n'attend pas la même chose des navigateurs que des pilotes. Donc, sur les tests psychotechniques, ce ne sont pas les mêmes résultats qui sont attendus. Donc, les critères sont un peu différents. Quoi. Exactement. Donc, voilà, tout simplement. Donc, on propose, en fait, aux candidats... les trois options différentes, quoi. Est-ce que vous voulez être pilote, enfin les deux options différentes, pilote ou navigateur. D'accord. Pour les directs, alors là c'est plutôt soit un choix initial parce que il y a une appétence pour cette mission-là, parce que je connais quelqu'un qui était navigateur et qui m'a parlé de ce métier et ça me convient, ça me correspond. Et puis ça peut être aussi des réorientations éventuellement, mais c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce qu'on fait tout justement pour pas perdre de temps, parce que dès qu'il y a une réorientation, on fait perdre du temps forcément, parce qu'on doit revenir quelques cases en arrière avant de repartir. Et donc ça, c'est ce qu'on veut pas, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, besoin de formation énorme, besoin énorme dans les unités. Donc on veut absolument que ça se déroule sans accroc. Donc on fait en sorte que la formation se passe bien. Et on connaît des navigateurs qui ont fait de très belles carrières, hein. Je pense au Général Pénat, par exemple. Magnifique, un grand ancien du 2000D et du 3-3 Ardennes, justement. Et du Rafale aussi, puisqu'il était là pour l'arrivée du Rafale. Et du Rafale, exactement. En Provence. Je pense, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le seul commandant d'escadron du 1-7 Provence qui ait jamais été navigateur. D'accord, oui. Moi, je me souviens de lui à l'arrivée de l'avion. PC-21, donc très très belle machine. Si tu peux nous en dire deux mots, les caractéristiques, ce que ça apporte à l'armée de l'air. Alors ce que ça apporte à l'armée de l'air, ça apporte... La première chose... c'est que ça apporte un nouvel avion. Bon, l'Alpha Jet était déjà en fin de vie, parce qu'il y a des problèmes de maintenance, de pièces, de coûts de maintenance aéronautique, qui font qu'on ne pouvait plus rester pérenne sur ce sujet, sur cet avion d'entraînement. Donc il fallait trouver un remplaçant. Et l'armée de l'air a pris le choix, au vu de son cahier des charges, d'acheter des PC-21 de chez Pilatus, donc une entreprise suisse. Et effectivement, l'avion qui est arrivé à Cognac en 2018, qui a été mis en œuvre en début de formation 2019, remplit extrêmement bien la tâche qui lui est confiée, parce qu'il nous permet de gagner du temps déjà. C'est-à-dire qu'au lieu de transiter de Cognac, puis à Tours, puis à Cazaux, 3 bases différentes, je dois appréhender un environnement aéronautique différent, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc là, on gagne du temps, on fait tout à Cognac au même endroit. On avait aussi Epsilon, puis Alpha Jet, donc nouvelle ETIS, ce qu'on appelle l'ETIS, l'instruction au sol. Donc on doit apprendre une nouvelle machine, les nouveaux circuits, etc. On repère du temps. Donc là, on arrive à gagner du temps sur ces choses-là. Les vols d'accoutumance du début qui servaient à rien. Ceux-là, on arrive à les chanter, donc ça nous fait gagner des vols. Donc ça fait gagner de l'argent aussi. Et surtout, moi, pour l'avoir vécu, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que l'avion est en phase avec ce qui va se passer derrière dans les unités. Donc on a à bord des équipements... Ce qui s'est passé avant aussi, il fait la transition... Ouais, exactement. Et il y avait quand même un décalage, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des
des aviateurs, des pilotes qui ont été formés sur Alpha Jet et qui ont basculé ensuite sur Rafale. Le choc générationnel est présent quoi, là-dessus. Et aujourd'hui, sur PC-21, on a des avioniques des équipements d'avionique embarqués qui sont de la même génération finalement. Donc tout est simulé, mais ça permet de faire une transition excellente, quoi. Tu parlais du Rafale, d'ailleurs, à quel moment on sait que... Enfin, ça tu l'as dit, pendant l'amphi, on sait si on va dans le transport, dans la chasse. Ouais. Et au sein de la chasse, on a le choix aujourd'hui en France entre le Mirage et Mirage 2000 dans ses différentes versions, et le Rafale. Ouais. Est-ce que le Rafale est plus demandé que le Mirage? Est-ce que ça se fait en fonction des disponibilités, du classement dans l'amphi? Enfin, comment se fait la répartition d'une famille à l'autre? Ouais, alors franchement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit pour l'amphi entre la chasse et le transport, finalement. La répartition sur les affectations entre les escadrons de chasse Rafale et les escadrons de chasse 2000, il y a les attentes. Alors, légitimement, il y a beaucoup de jeunes stagiaires fraîchement brevetés pilotes de chasse qui veulent aller se frotter au fleuron de l'armée de l'air et de l'espace dans l'aviation de chasse, et c'est bien normal. Et après, il y en a d'autres qui ont, qui ont en tête le Mirage 2000, que ce soit le Mirage 2000-5 avec quand même un escadron. Voilà, exactement. Le seul qui passe Mach 2, c'est quand même pas rien. Et puis surtout, il y a toute une histoire de tradition aussi, de mission, le 1-2 Seagun, c'est quand même une très belle histoire. Donc il y a des gens qui sont très attirés par ça, l'esthétique de l'avion qui est quand même, franchement, il n'a rien à envier à personne, je trouve, cet avion. Le 2000D, le travail en équipage sur un avion un peu plus rustique que le Rafale, ça plaît aussi à beaucoup de gens. Le 2000D, le 2000D, à ma vie, restera un peu le baroudeur, comme l'a été le Jaguar ou le F1 sur les dernières années, celui qu'on peut déployer sur des terrains peut-être un peu plus sommaires que le Rafale. Et c'est sûr qu'il n'est plus en première ligne comme l'est le Rafale aujourd'hui, mais il y a des choses superbes à faire avec. Et puis, il y en a aussi qui sont attirés par certaines régions géographiques de France. Enfin, voilà, il y a plein de critères différents qui peuvent être analysés pour choisir. D'accord. Et puis après, effectivement, il y a un amphi pareil, un classement, et on assigne des escadrons aux pilotes. D'accord. Et on sent dans les jeunes aujourd'hui une appétence particulière pour le Rafale, ou il y a au contraire l'envie d'aller voir le Mirage 2000 tant qu'il est là? Franchement, il y a les deux. Ouais, franchement, il y a les deux. Il y en a quand même plus qui veulent voir le Rafale. Il y en a quand même plus qui veulent voir le Rafale, évidemment. Mais il y en a quand même quelques-uns qui, dès le départ, mordicus, se disent non, mais moi, je vais aller faire du 2000D. Il y en a aussi qui se disent tiens, je vais aller faire du 2000 et après, je basculerai peut-être. C'est ça, parce qu'on en voit des parcours croisés. On ne verra pas de Rafale vers le 2000, mais on verra sûrement des gens qui feront du 2000 puis du Rafale. En parlant de bascule, d'ailleurs, c'est un élément clé dans la progression de carrière. C'est l'idée qu'on va beaucoup déménager, déjà. Encore qu'il y a de moins en moins de bases, donc ça limite le champ des possibles. Mais la vie du militaire dans l'armée de l'air, c'est de passer d'une base à l'autre. Et d'un poste à l'autre, ça change assez régulièrement, assez souvent. À chaque fois, c'est une remise en cause aussi. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu l'as vécu, toi? C'est compliqué, hein. Tu vas pas faire 10-15 ans au même endroit, quoi. Alors, je sais pas si c'est compliqué. Je pense que chacun le vit à sa manière et selon l'expérience qu'il vit. Bon, pour ma part, moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant, fils de militaire. Moi, je garde des très bons souvenirs d'avoir eu des amis un peu partout. Il y avait plus de bases, comme tu le mentionnais à l'instant, à l'époque qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'on bouge quand même moins. Et puis, mais c'est principalement la mobilité. C'est le chef d'état-major des armées qui le rappelait, je crois qu'il y a un an, quelque chose comme ça. La mobilité, c'est quand même le cœur des militaires. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui est militaire et qui ne peut pas être mobile. Alors, on essaye de faire en sorte qu'il y ait peut-être des bassins d'emploi. On essaie de travailler justement à la RH, de faire en sorte d'avoir une espèce de cohérence pour que la famille puisse être associée, que les conjoints, les conjointes puissent aussi avoir leur travail, évidemment, que les enfants puissent peut-être se stabiliser dans les établissements scolaires. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là, mais malgré tout, oui, on est sur une logique de flux, il faut qu'on prenne les responsabilités, qu'on évolue, on attend tout le monde, quelle que soit la catégorie, militaire d'urgence, sous-officier, de monter, quoi, d'encadrer les plus jeunes qui vont arriver. C'est bien la moindre des choses, quand on nous a appris quelque chose, de le transmettre à celui qui arrive derrière. On va dire c'est l'histoire d'une transmission permanente. Ouais, mais je pense que c'est le principe des armées. Je connais pas particulièrement le monde civil, parce que j'ai jamais travaillé, mais j'imagine celui qui est boulanger, qui reçoit un apprenti boulanger, il va lui transmettre de la même manière. Le rythme n'est pas le même. Voilà, c'est pas le même tempo, c'est pas la même prise chronologique, mais voilà, il y a ce besoin.
C'est une satisfaction aussi, c'est très gratifiant de transmettre. Ouais. Et donc, dans la vie on va repartir sur le pilote, parce que c'est plus simple peut-être à expliquer, mais donc, il y a des passages obligés, tu es en escadron pendant X années, et puis après, tu vas aller en école pour former les jeunes, enfin, comment ça se présente les grandes étapes? Alors, les grandes étapes, effectivement, donc il y a les deux voies qu'on a évoquées tout à l'heure, les officiers sous contrat et les officiers de carrière. Donc, les officiers de carrière, ils ont donc vocation à être commandants d'unité à un moment ou à un autre. C'est pour ça qu'on les a recrutés, quoi. C'est pour prendre ces postes de commandement. Donc ça donnait quoi chez moi? C'était en 2019 que j'ai été chef, donc 16 ans après, à peu près, voilà, 15, 16, 17 ans après, on se retrouve aux commandes d'une unité sur le terrain. Et ensuite, on bascule dans le monde d'état-major. Donc c'est plutôt quand même un peu monolithique au début pour les officiers de carrière qui restent dans leur unité. L'officier sous contrat, lui, il a effectivement plutôt vocation à faire une première partie en escadron, un escadron tactique, donc de transport ou de chasse ou d'hélicoptère. Et ensuite, il va vraisemblablement revenir mettre la main à la pâte en termes de formation en unité école. Donc ça peut être Salon, ça peut être Cognac. Et puis pendant 2-3 ans, il va faire ça. Et puis il va revenir sur une unité de première ligne. C'est vraiment extra parce que ça permet pour les jeunes d'avoir des gens qui sortent des forces. Donc, et qui sont quand même relativement jeunes eux aussi. Exactement. Donc, c'est vraiment, là encore, pour le côtoyer, ce monde-là, régulièrement, quand je vais voler à Cognac à l'école de chasse, on voit ces jeunes pilotes qui viennent de passer 3 ans, 4 ans sur 2000 ou sur Rafale en escadron, qui arrivent tout feu tout flamme pour former les jeunes, et ils leur transmettent quelque chose aussi il y a autre chose que la série de voltige, que le vol en formation, que la navigation. Il y a aussi tout un savoir-être, et puis et c'est une envie voilà, qui va être transmise. J'ai le vague souvenir il y a quelques années, quand ça bouchonnait peut-être un petit peu dans la filière, de voir des jeunes pilotes qui étaient qualifiés donc sur PC-21 ou sur Epsilon à l'époque, et qui, sans partir dans les forces, passaient directement comme instructeur. Je me trompe, ou est-ce que ça existe encore? Ça peut exister encore? Il y avait effectivement ce qu'on appelait les abovos. Voilà, il y avait peu de capacité d'encadrement à ce moment-là dans les forces, gros besoin de formation dans les écoles, et la solution palliative qui avait été trouvée à ce moment-là, c'était de demander à ces personnes de rester instructeurs le temps que ça décante pour pouvoir, après, les envoyer. Et là, ils basculaient de mémoire. C'était juste après leur macaron, après leur brevet de pilote de chasse, ils allaient instruire. Et ensuite, ils embrayaient sur la transition opérationnelle pour refaire une sorte de warm-up, quoi. Ils se remettaient dans le match avant d'aller en escadron de chasse. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se rencontre encore. On a des jeunes pilotes qui sont brevetés. Ils se comptent sur le nombre des doigts d'une main, et qui effectivement ne peuvent pas aller tout de suite. Pareil, des défauts d'encadrement, on n'arrive pas, on est très sollicité. C'est pour ça qu'on forme beaucoup en fait, et on essaie de trouver la meilleure solution. Et donc il y en a quelques-uns qui aujourd'hui forment de jeunes stagiaires sur PC-21. Et la différence, donc ça s'appelle plus les abovos, ça s'appelle pilote retenu à l'instruction militaire en école, de mémoire. Et en fait, le but du jeu, c'est pour eux donc d'avoir un contrat. C'est-à-dire qu'on va leur dire, OK, tu vas pas partir tout de suite en unité tactique. En revanche, je te donne d'ores et déjà l'escadre dans laquelle tu vas être affecté pour qu'ils puissent se projeter. D'accord. Et on leur donne également un temps. Il y a un deal qui est fait avec eux, un contrat où on leur dit, OK, je te regarde, dans le flou, toi, exactement, dans tant de temps, et on parle de une année ou un peu plus, voilà. Mais il y a un contrat qui est joué carte sur table pour que justement ils puissent ronger leurs freins, mais en sachant quel buté ils attendent. Une petite question sur les formateurs, les instructeurs. Vous faites appel à des réservistes? On fait appel à des réservistes, ouais, parfaitement. Quel est le profil du réserviste aujourd'hui dans l'armée de l'air? Enfin, navigant, on va dire. Alors, le réserviste navigant, ça commence par l'astronaute, Thomas Pesquet, qui est réserviste opérationnel sur MRTT. Mais généralement, ce qui se passe, c'est quand même des anciens militaires qui ont quitté l'activité d'active, qui ont quitté la partie active. Et en fait, ils ont envie de continuer à transmettre. Ils ont dépassé donc les 20 ans de contrat dont on parlait. Et ils se disent, OK, moi, je veux continuer à donner. Donc, soit ils sont
en retraite et ils se disent je vais faire une activité parallèle de réserve. Ce sont des gens qui ont 40, 45 maximum. 40... Ouais, c'est dans ces eaux-là. Alors, donc là, on parle juste pour les volants. Hein, oui. Parce que pour les parties non volants, en fait, et ça a été aussi une vraie révolution, on a dit qu'on allait, en RH, adapter les besoins, les critères médicaux à l'emploi tenu. Ce qui se tient aussi, notamment pour les réservistes. Donc aujourd'hui, on peut quand même aller assez vieux, être assez senior. Expérimenté, on va dire. Ouais, exactement. Bien au-delà. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est ça. Parce que si je te demande l'âge auquel on est vieux, j'ai peur que tu vas me faire peur en vieux, c'est un état d'esprit. Oui, voilà, c'est ça. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que nos réservistes aujourd'hui, et chez les volants, ils ont envie de venir continuer à donner parce qu'ils ont cette fibre au fond d'eux. Donc qu'ils soient complètement à la retraite et je vais activer encore une carte réserve, ou qu'ils aient basculé dans un autre monde, pilote de ligne pour pas les citer, ou quel qu'il soit en fait. De BD. Scénariste de BD, non, franchement ça peut être n'importe quoi. Et en parallèle, ils ont cette activité qui leur permet de garder le lien et de transmettre. Voilà. Belle transition d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on devient quand on quitte alors c'est pas le cas des directs, mais quand on est officier sous contrat, qui a 45 ans, on quitte l'institution, donc tu viens de le dire, on peut se reconvertir dans le civil, l'aviation civile, on peut faire boulanger, enfin on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Est-ce que la reconversion dans le monde civil est aujourd'hui facilitée, ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des passerelles entre le monde militaire et le monde civil? Ouais, alors on travaille énormément sur le sujet, typiquement voilà, dans la DRHA. On est DRHA, c'est-à-dire la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. Gros sujet parce que pour que les gens s'engagent dans l'armée de l'air, qu'ils deviennent aviateurs, qu'ils fassent une carrière où ils s'épanouissent, ils peuvent aller au bout de leurs objectifs, qu'ils se fixent, voire qu'ils se renouvellent. Et faut aussi que derrière ils ne soient pas inquiets de ce qui va se passer. On est tous au courant qu'on va devoir basculer sur une deuxième carrière parce que les exigences font qu'il y a quand même des limites d'âge de grade qui nous font basculer à un moment obligatoirement dans la réserve ou à autre chose. Donc, on va devoir basculer sur une deuxième carrière. Moralité, il faut armer nos aviateurs avec quelque chose qui sera reconnu dans le civil. Donc, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les titres, les certifications professionnelles. Voilà, les RNCP, certificats professionnels. Et quel que soit les niveaux, on essaye, quelles que soient les formations, de donner des RNCP pour que, en sortant, RNCP, ça veut dire justement les certifications professionnelles, reconnaissance nationale, je crois, des certifications professionnelles. Et pouvoir dire, je sors de l'armée de l'air, j'ai reçu une formation, ça vaut ça. Et donc, j'ai une équivalence dans le civil et l'employeur civil peut recruter un aviateur de manière rassurée. Voilà, avec un bagage sur lequel il peut s'appuyer. On parlait des navigants. Les navigants, franchement, le panel est extrêmement varié. Il y en a qui vont tout simplement couler des jours heureux et pêcher toute la sainte journée. Il y en a qui je sais pas, j'en connais qui font des diagnostics énergétiques, j'en connais qui sont pilotes de ligne, j'en connais qui font de la musique, j'en connais qui sont dans l'industrie de défense. Franchement, c'est vraiment très très varié. Ouais. Et pour les personnels techniciens, mécaniciens sol, c'est pareil, le champ du possible est très large dans l'industrie. Oui, ils sont même très recherchés. Ils sont très recherchés parce que les formations qu'on dispense dans l'armée de l'air et de l'espace sont extrêmement reconnues. Il y a évidemment une exigence de qualité parce que les enjeux sont hyper importants et donc l'armée de l'air ne transige pas du tout avec ça. Donc il y a une vraie qualité de formation. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas ailleurs. Je dis que là-dessus, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est extrêmement reconnu dehors. Et donc il y a bien souvent une transition quasi directe du monde militaire vers civil dans la partie mécanique. On parle de navigabilité, je ne vais pas me lancer sur ces terrains techniques, mais il y a des grandes thématiques de navigabilité, d'expertise, métier, qui sont quasi transposables du monde militaire, du bleu ciel vers le monde civil. Très bien. Écoute, en l'espace d'1h15, on a balayé la vie du pilote depuis le moment où il passe le baccalauréat jusqu'à sa sortie de l'institution. C'est pas mal. Ouais. Bravo, merci. Une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Là, je regarde ton insigne et j'arrive pas à l'identifier, celui-là. Qu'est-ce que ça représente, cet insigne? Alors, c'est l'insigne de la DRHAE dont on parlait à l'instant. Voilà, on voit en fond une silhouette stylisée d'avion, un delta. On voit également un globe terrestre. Avec les reflets, mais on voit un globe terrestre qui représente l'universalité de tous les métiers qu'on va faire. Le terrain de jeu aussi. Le terrain de jeu aussi, exactement.
Je sais qu'il y a eu une émission sur Pégase il n'y a pas longtemps. Voilà, on montre pas tous les territoires qui ont été touchés par Pégase, mais bon, ça va loin quand même. Et on voit aussi normalement trois personnes avec des couleurs de plaquettes différentes, enfin des couleurs différentes, qui sont violettes, bleues et rouges, et qui représentent les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang mécaniciens pour les violets. Bleu, c'est les parties corps des bases, donc tous ceux qui sont administratifs, contrôleurs, commandos, restauration, toutes ces choses-là. Et puis rouge pour le personnel navigant. Et ils semblent tous sortir d'un livre qui représente aussi bien le corpus réglementaire, voilà, tous les textes qui encadrent le recrutement, la formation, etc., qu'aussi bien les livres techniques sur lesquels on s'appuie, parce que la DRHAE forme aussi, c'est elle qui est en charge de former les militaires, donc c'est l'enseignement. L'héraldique, c'est un métier, hein. Ouais, l'héraldique, c'est un métier. J'espère ne pas avoir fait faux bon. J'ai un petit doute sur le. Il y a tout un vocabulaire, mais on va le laisser de côté. Ouais. Ouais. Et en dessous, donc, c'est le placard avec toutes tes OPEX, c'est ça? Voilà, alors ça, c'est les décorations qui sont attribuées aux aviateurs, aux militaires d'une manière générale. Voilà. D'accord. On va terminer cette émission avec un petit clin d'œil aux FAS. Tu as travaillé avec les FAS, mais tu n'as jamais fait partie des forces aériennes stratégiques. Non, j'ai jamais travaillé au sein des forces aériennes stratégiques. J'ai travaillé effectivement avec eux souvent. Avec les ravitailleurs. Avec les ravitailleurs. Tu leur as piqué du carburant. Ouais, ils m'en ont gentiment donné. Voilà. Ça s'est toujours relativement bien passé. Donc, ils sont gentils, au face. Donc, je touche du bois pour que ça continue toujours pour ceux qui sont aujourd'hui en vol. Et puis, j'ai aussi travaillé en vol avec les chasseurs avec eux. Parce que ces chasseurs des forces aériennes stratégiques, ils ont un gros point fort, au-delà d'assurer et de tenir la permanence de la dissuasion nucléaire, voilà, H24, 7 jours sur 7, depuis 60 ans. Ils font aussi, ils tiennent toutes les missions de l'armée de l'air, pour les avions de chasse en tout cas. Conventionnel donc. Ouais, conventionnel, exactement. Donc ils participent à la posture permanente de sûreté aérienne R. Donc ils font la PO, ce qu'on appelle traditionnellement la PO. Ils font des opérations aériennes, on les retrouve au Moyen-Orient, en Afrique. Ils font les exercices comme Pégase, ils vont à gauche à droite, ils font le tour du globe. Voilà, donc ils sont partout. Ouais, ils sont partout. Ils sont pas nombreux, hein. C'est quoi? C'est 2000, 3000 personnes les FAS? C'est un peu plus de 2000 personnes, je crois, oui, c'est ça, qui œuvrent. C'est vraiment très très peu. Voilà, quotidiennement à cette mission, c'est très peu. C'est une mission très particulière, d'autant plus quand on l'ajoute effectivement aux missions conventionnelles. Donc voilà, on travaille tous ensemble. Encore une fois, l'esprit d'équipe dont on parlait tout à l'heure. Cette année, 2024, c'est les 60 ans des FAS. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, le 8 octobre, donc mardi 8 octobre, ils célèbrent leur 60e anniversaire. Donc on ne peut pas y être parce qu'on est ici à Ternay. Mais donc on les salue bien. Bien sûr. Deux mots sur les FAS. Donc c'est quand même une création gaullienne. C'est la mise en place, donc tu l'as dit, de la force de dissuasion nucléaire avec le Mirage 4. Aéroporté, mais qui est arrivé en première. En premier, pardon. Toujours, entrée en premier de l'armée de l'air et de l'espace. Ouais. Donc, parce qu'auaussi, c'était peut-être un petit peu plus simple que de mettre au point un sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Alors là, effectivement, voilà. C'est des domaines techniques que je ne maîtrise pas complètement, mais ce qui est certain, c'est que c'était la première brique de la dissuasion nucléaire française qui a été portée par l'armée de l'air et qui est portée depuis donc 60 ans. 60 jour ans, pour jour, 8 octobre 64, première alerte. Le Mirage 4A et le C-135 qui avait été acheté quelques années juste avant, je crois. Aux États-Unis. Qui donnait une élongation qui était carrément révolutionnaire à cette époque-là. Avec le ravitaillement en vol. Voilà, avec le ravitaillement en vol pour le Mirage 4A. Un truc incroyable quand même, en 64, donc c'est la première alerte, mais il faut se souvenir que le programme Mirage 4 a été lancé 7 ans auparavant uniquement. Donc ça allait extrêmement vite pour faire un avion remarquablement abouti et performant. Qui aura duré, parce qu'après, sa transition vers le Mirage 4P, des retraits du service 2003, si je me souviens bien, du Mirage 4P. Dans ces eaux-là. Il me semble que c'est ça. Donc oui, c'est quand même un avion qui aura duré et qui aura fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, donc, dont l'ouverture de domaine de cette dissuasion nucléaire aéroportée, qui est quand même une mission centrale de l'armée de l'air. Ouais. Et un dernier mot là-dessus, parce que les FAS ont joué aussi un rôle clé, et ça j'aime bien le rappeler, dans l'armée de l'air aussi, en structurant énormément de choses, en faisant découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles technologies aussi, et elles ont été une locomotive formidable pour le reste des forces, dans les questions de navigation, de tir, de ravitaillement, on en parle. Oui, de ravitaillement en vol. Bien sûr. Voilà. Ouais, il faisait obligatoirement à la pointe de tout ce qui se fait.
Donc il faut que les faces soient toujours en avance d'un coup. Un petit coup d'avance, oui. Ouais, exactement. Voilà. Et la rénovation du missile nucléaire, les nouvelles évolutions, les nouveaux standards du Rafale qui vont avancer, toutes ces choses-là. Et c'est ce qui est extrêmement bénéfique aussi quand on voit les opérations conjointes avec les faces. Quand on voit le conventionnel qui travaille avec les faces, ça convient bien parce que ça permet de faire mélanger un peu ces deux mondes et d'être certain qu'on n'est pas complètement cloisonné et que les bonnes pratiques d'un côté et de l'autre parviennent à s'imprégner. Ouais, exactement. Très bien. Bon, écoute, ça sera le mot de la fin. Je vous donne rendez-vous tous pour le 70e anniversaire des faces. Donc, ça sera ici même le 8 octobre 2034. J'espère que tu auras plein d'étoiles sur les épaulettes. Voilà, on verra bien. Oui, tant que je suis heureux, moi, c'est tout ce que je demande. J'ai aucun doute. Allons. Merci à tous. Merci à Frédéric, toi, Stanislas, d'être venu. Et puis à la semaine prochaine pour une émission dont j'ignore le thème, mais qui sera sans doute passionnante.